Bonjour à tous, je m'appelle Victor Frawa et je suis responsable de communication technique chez Affinity Pet Care. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée de Vets & Clinics en France. Vets & Clinics, c'est un écosystème digital pour les vétérinaires des Advanced Veterinary Diets. Et celui-ci a été déjà développé dans différents pays et aujourd'hui, on commence notre aventure ici en France. Et nous accueillons aujourd'hui un spécialiste de haut niveau, le docteur Daniel Combarros. Daniel Combarros est titulaire d'un diplôme de médecine vétérinaire chez l'Université de Saragosse et aussi d'un diplôme du Collège européen de dermatologie vétérinaire. Et sa thèse doctorale était portée sur l'étude de la barrière cutanée chez les chiens avec dermatite atopique. Et il est maître de conférences dans les services de dermatologie de l'École nationale vétérinaire de Toulouse en France. Alors, bienvenue Daniel, merci beaucoup d'être là. Et tout d'abord, avant de démarrer, j'aimerais bien de vous faire une question, une curiosité. Pourquoi vous avez choisi cette thématique, l'otologie, parler aujourd'hui de l'éthologie vétérinaire? Bon, avant tout, merci beaucoup pour l'invitation. Pour moi, c'est vraiment un plaisir énorme de pouvoir être ici et partager ces moments avec vous. Et en particulier de parler d'un sujet qui m'intéresse énormément, qui sont les otites. Et en fait, les otites, je pense que c'est toujours intéressant d'y parler parce qu'en fait, c'est les chiens qui se grattent les oreilles ou qui secouent la tête, c'est vraiment une consultation quotidienne pour les vétérinaires généralistes. Et donc, on a toujours des choses à apprendre sur cette discipline. En plus, je dirais que c'est super intéressant toujours de parler d'otite parce que c'est une discipline qui est remplie de controverses. Parce qu'en fait, l'otologie, c'est une discipline pour laquelle on dispose de peu de littérature comparé à d'autres aspects de la dermatologie peut-être. Et très souvent, les recommandations qu'on fait à l'heure de traiter ces animaux sont plus basées sur l'expérience personnelle que nous, on a eue, plus que sur la littérature et l'évidence scientifique. Donc en fait, on va voir, j'ai sélectionné 8 questions qui me semblent importantes et intéressantes. Et je pense que la majorité d'entre nous, on a déjà eu ces questions quelques fois dans notre vie. Et on va voir que certaines questions, on peut les répondre facilement parce qu'on a justement la littérature pour les faire, mais qu'il y a d'autres questions qui vont être des fois plus difficiles à répondre, où la réponse ça va dépendre un peu du consensus entre dermatologues, et d'autres questions pour lesquelles on n'a pas encore de réponse et qui nous montrent que l'otologie, c'est une discipline à laquelle il faut toujours avancer et faire de nouvelles études. Super, merci beaucoup. Et alors, on va démarrer avec la première question, non? Parce que c'est une question, j'imagine, très typique, surtout à la clinique de tous les jours. Est-ce qu'il faut laver les oreilles d'un chien en bonne santé? Alors ça, c'est une question vraiment dans le contexte du chien sain, un chien qui n'a pas de problème particulier d'oreille. Et c'est une réponse aussi pour moi relativement facile parce qu'ici, je pense que la majorité des dermatologues sont d'accord pour dire que non, il ne faut pas laver les oreilles d'un chien qui va bien, sauf 2 exceptions qu'on va voir à continuation. Et donc en fait, pour comprendre pourquoi il ne faut pas laver, il y a un côté des logiques parce que si tu regardes les conduits auriculaires d'un chien qui va bien, un chien sain, tu vas voir quelque chose comme tu vois ici à l'écran. Une oreille qui est complètement ouverte, qui n'est pas du tout inflammée, qui n'est pas du tout rouge, ni présente de l'hyperplasie. Et comme tu veux voir, ici, il n'y a pas de cérumen. On ne voit pas du tout d'accumulation de cérumen. Donc pourquoi il faudrait nettoyer une oreille qui est tout à fait propre? Ça n'a pas beaucoup de sens. Et en fait, la particularité des oreilles, et ce qui est pour moi, je trouve très intéressant, c'est de voir que en fait, les oreilles ont une capacité de se nettoyer toutes seules sans notre aide. Et ça, c'est grâce à un système qu'on appelle la migration épithéliale et qui sert à faire évacuer progressivement toutes les sécrétions qui se produisent dans l'oreille, de la partie proximale près du tympan, vers l'extérieur, avec ces systèmes de migration qui fonctionnent un peu comme un tapis roulant qui va faire remonter toutes ces sécrétions. Et donc, en fait, ce système de migration épithéliale a été montré dans plusieurs espèces, surtout beaucoup de rongeurs. Mais l'étude que tu vois ici sur les slides, c'est une étude réalisée chez le chien. Et donc, en fait, sur la photo à gauche, tu peux voir un tampon. Et en fait, ce que les auteurs de cet article ils ont fait, c'est qu'ils ont appliqué des petites gouttes d'encre au niveau du tampon. On les voit ici un peu au niveau de la pars flaccida, mais aussi ici de la pars tensa. Et en fait, après, ils ont fait des examens otoscopiques de cet animal tous les jours. Et ils ont observé comment ces petites gouttelettes d'encre vont petit à petit se déplacer
de la partie centrale du tampon vers l'extérieur. Et donc en fait, cette migration épithéliale fonctionne aussi très bien chez le chien. Et donc on n'a pas besoin de nettoyer les oreilles si l'animal va bien. À cette règle, moi je trouve deux exceptions. La première, ça serait les chiens baigneurs. Tu sais que alors, se baigner, ce n'est pas un facteur primaire d'otite, ça ne va pas forcément causer une inflammation auriculaire, mais c'est vrai que dans la clinique, on voit des chiens qui, après la baignade, peuvent développer justement des otites parce qu'il y a une macération de cette eau qui va rester à l'intérieur et qui va amener vers l'infection, ou des fois parce que l'endroit où ils se sont baignés, c'est un endroit qui est potentiellement sale et qu'il y a des pathogènes qui vont rentrer dans les conduits auriculaires. Et donc, en fait, dans ce type de cas, c'est tout à fait possible de recommander aux propriétaires de ces animaux de venir nettoyer les oreilles de ces chiens après les baignades. Typiquement ici, on aurait tendance à recommander un produit très doux. Il n'a pas besoin d'utiliser un produit avec beaucoup de molécules. En général, la majorité des laboratoires qui travaillent avec des produits auriculaires, ils ont toujours une gamme plus basique. C'est avec ça qu'il faudrait faire ça parce que le seul objectif, c'est de retirer un peu cette eau qui aurait pu rentrer à l'intérieur et éviter potentiellement une macération ou la persistance d'un pathogène dans les conduits auriculaires. Alors, la deuxième exception, aussi très importante, c'est les medical training. Et en fait, ici, on est sur des... Bon, en otologie, on a un problème, des fois, c'est les chiens qui ne se laissent pas manipuler les oreilles. Et donc, en fait, on va voir les otites de façon globale, on les traite toujours par des soins topiques. Et des fois, on dit aux propriétaires de mettre des gouttes tous les jours, mais ce n'est pas toujours évident. Et d'ailleurs, il y a des chiens qui vont se cacher dès qu'ils vont voir les flacons des gouttes. Il y a des chiens aussi qui vont même devenir agressifs vis-à-vis de cette manipulation de l'oreille. Donc en fait, le medical training a comme objectif d'éviter, d'habituer ces animaux à la manipulation de l'oreille pour que les jours où ils vont développer une otite, on puisse réaliser ces traitements de façon correcte. Et donc en fait, ce medical training, pour moi, ça serait quelque chose à recommander, surtout pour ces races de chiens qui sont fortement prédisposés à la dermatite atopique. Parce qu'en fait, finalement, c'est surtout cette maladie qui va être la cause principale d'otite récidivante chez les chiens. Donc, on peut tout à fait, sur ces bulldogs français, anglais ou d'autres races prédisposées à la dermatite atopique, lors de ces premières consultations, parler aux propriétaires sur ces sujets-là. Et par exemple, on pourrait conseiller de venir manipuler ces oreilles de façon fréquente, de les masser, ou même d'introduire à l'intérieur un produit qui pourrait être du sérum physiologique ou encore une solution auriculaire très douce, basique aussi, pour qu'ils s'habituent à avoir cette sensation. De façon que les jours où ces chiens-là, qui ont des fortes probabilités de développer justement des otites, les jours où on va être dans cette situation de devoir les traiter, que ça se passe bien pour tout le monde, pour les propriétaires et pour l'animal. Donc, toujours manipuler les oreilles de ces animaux, si possible, toujours avec des récompenses, des caresses ou des friandises pour faire que l'animal associe vraiment ces manipulations de l'oreille à quelque chose de positif et que les jours où on aura besoin de traiter ces animaux, ça se passe le mieux possible. Mais c'est super ces conseils. Merci beaucoup, Daniel. Et je crois que c'est toujours important de prévenir et de faciliter les situations dans le futur. Alors, c'est très intéressant. Alors, la dernière question qu'on propose aujourd'hui, est-ce qu'il faut épiler les oreilles d'un chien avec hypertrichose auriculaire? Et qu'est-ce que vous recommandez pour ça? Oui, donc ici, on est aussi dans le contexte du chien qui est sain, qui va bien. Et en fait, quand on parle d'hypertrichose, on fait référence à ce type d'oreille. On rentre à l'intérieur et on voit qu'il y a plein des poils qui nous empêchent un peu de voir les conduits auriculaires. Alors ici encore, on arrive à voir la paroi, mais il y a certains cas dans lesquels on rentre l'otoscope et vraiment, on rentre dans une espèce de forêt de poils et on ne peut pas vraiment évaluer cette oreille. Et ici, la réponse est un peu la même chose qu'à l'intérieur, c'est que non. En général, si ces poils ne causent pas de problème, il ne faut pas les enlever. Et quand on parle d'hypertrichose, on parle surtout de certaines races de chiens, les caniches, les bichons, et les lhasa apso, shih tzu. Et en fait, il faut savoir que la présence de ces poils, ce n'est pas un facteur primaire d'otite. Ça ne va pas causer forcément de l'inflammation des dents. Ça veut dire qu'il y a plein de ces chiens qui ont beaucoup de poils des dents, mais qui ne vont jamais dans sa vie développer une otite. C'est pour ça que si ça ne pose pas de problème, on n'a pas à les enlever. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va se passer si nous, on vient enlever ces poils?
La conséquence de ça, ça peut être justement une otite, parce qu'au final, épiler ces poils, c'est un acte quand même agressif pour la peau, puisqu'on est en train d'arracher ces poils qui sont bien ancrés dans les follicules pileux. Surtout que ce type de races, en général, sont des races qui sont avec des follicules pileux qui sont souvent en phase anagène très prolongée. Et ça veut dire que ce sont des poils qui sont en train de pousser et donc très bien ancrés aux follicules pileux. Et donc, effectivement, l'effet de les enlever comme ça de manière brutale finit par causer de l'inflammation. Et on peut avoir justement des otites post-dépilation qui vont se former. Par contre, c'est vrai que si à un moment, tu as un cas d'otite dans lequel c'est un animal avec beaucoup de poils à l'intérieur, il va falloir souvent les enlever parce que ces poils, c'est vrai qu'ils vont nous embêter pour les traitements. S'il y a une otite, ces poils qui sont à l'intérieur vont faire que les sécrétions qui vont être produites par l'oreille vont rester coincées à l'intérieur, ne vont pas pouvoir être évacuées, vont rester coincées dans les poils. Et ça va faire aussi que les traitements que tu vas introduire dans les conduits auriculaires, il ne va pas pouvoir arriver correctement à tuer les bactéries ou les levures qui sont dedans, ni arriver au conduit, à la paroi du conduit. Donc au final, c'est vrai que quand ces oreilles nous donnent des problèmes, en général, il va falloir retirer ces poils, mais tout simplement parce que sinon, notre traitement risque de ne pas fonctionner correctement. Alors c'est clair, trop de poils, c'est bon, mais sinon, il faut faire attention, c'est clair. Et alors, comme une autre question qui arrive assez souvent, comment on peut reconnaître la présence des biofilms? Alors, en otite, on parle beaucoup des biofilms, surtout dans les contextes des otites chroniques et surtout des otites suppurées. Et en fait, tu sais que les biofilms, c'est ces communautés de bactéries que tu peux voir ici à l'écran qui s'organisent après l'adhésion de façon irréversible à une surface, donc ici le conduit auriculaire, et qui vont former des colonies un peu tridimensionnelles dans lesquelles ces bactéries ou ces micro-organismes, parce qu'il y a aussi des levures qui peuvent faire ça, vont former une matrice polymérique extracellulaire qui va les englober. Et en fait, c'est très important pour toi, pour les cliniciens, de reconnaître si on a ces biofilms parce que l'approche thérapeutique va être différente. Une fois que tu as ces biofilms qui a été formé, comme tu le vois ici à droite, c'est des oreilles qu'il va falloir laver et laver, en général sous anesthésie générale, pour retirer justement de façon mécanique ces biofilms. Parce que qu'est-ce qui va se passer si on a un biofilm et qu'on fait un traitement antibiotique classique par des gouttes, probablement que ça ne va pas fonctionner. Parce qu'en fait, ces biofilms empêchent les produits antibiotiques de rentrer et d'être en contact avec les bactéries. En plus, les bactéries, souvent dans ce type de biofilms, sont dans un état métabolique un peu réduit, donc en fait moins sensibles aussi aux antibiotiques. Et finalement, on a un contexte global qui va favoriser l'apparition des résistances. Donc souvent, c'est pour nous très important de déterminer si on a un biofilm ou pas, parce qu'en fait, si on a un biofilm, probablement que notre traitement classique qu'on va faire pour la majorité d'otites ne va pas fonctionner. Donc la grande question, c'est comment moi, clinicien, je vais savoir si justement j'ai un biofilm ou pas dans l'oreille de cet animal. Bon, pour ça, pour moi, il y a 3 critères qui vont te permettre de t'orienter vers la présence ou pas des biofilms. Et le premier critère de tous, c'est l'aspect clinique. Si tu retrouves un chien comme celui que tu vois ici à l'écran, qui a une sécrétion, un exudat qui est très adhérent à la paroi du conduit, qui est très épais et gélatineux, très mucoïde. Ici, tu peux le voir aussi, quand on prend avec les cotons-tiges, on voit cet exudat vraiment très adhérent, très visqueux. Ça, c'est quelque chose qui doit te faire penser à qu'effectivement, là, tu as déjà la formation d'un biofilm. Et du point de vue clinique, je pense qu'on a tous vu des biofilms, par exemple, dans des tuyaux, dans des canalisations, tout cet biofilm qui se forme tout autour du conduit. Et en fait, dans les oreilles, à l'examen otoscopique, des fois, on retrouve ça ou quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. Par exemple, ça, c'est un chien pour lequel qui avait une otite chronique depuis plus de 6 mois et qu'on a nettoyé ses oreilles il y a à peu près 2 semaines. Et en fait, en faisant l'examen otoscopique, j'ai retrouvé quelque chose qui me faisait penser justement à ce tuyau que je viens de te montrer, avec un conduit, comme tu peux voir, qui est complètement recouvert et tapissé, toute la paroi par cette sécrétion très épaisse qui est partout et qui, voilà, ça c'est un aspect qui, juste avec l'examen clinique, doit te faire penser à que là, tu peux avoir effectivement du biofilm. Le deuxième aspect qui est aussi très important pour déterminer s'il y a présence
ou pas des biofilms, c'est l'aspect cytologique. Et donc là, on a deux images que j'ai sorties des deux articles qui parlent sur ces sujets-là. Et donc, par exemple, ici, à droite, tu peux voir qu'en fait, les bactéries et les cellules inflammatoires sont un peu englobées dans une espèce de trame violacée protéique au fond de la lame. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est compatible cytologiquement avec la présence de biofilms. L'autre élément qui peut te permettre aussi du point de vue cytologique de t'orienter vers la présence d'un biofilm, c'est ce que tu vois ici sur la photo à gauche. Et c'est que ces biofilms, souvent, ça va faire cytologiquement des gros amas. Et si tu fais les focus sur cette partie-là qui est marquée avec les flèches, tu vas voir que les bactéries sont structurées d'une façon un peu tridimensionnelle et que si tu changes un peu la profondeur du champ, tu vas voir qu'il y a des bactéries qui apparaissent et qui disparaissent parce que vraiment il y a une structure tridimensionnelle. Donc si tu retrouves aussi des choses comme ça à la cytologie, c'est quelque chose qui va aussi te faire penser à la présence de biofilms. Et troisième élément, et je dirais encore plus important, c'est l'anamnèse. Parce qu'en fait, si tu as une otite chronique suppurée, donc qui dure depuis plusieurs mois, plus de 6 mois, et surtout si ça c'est causé par certaines bactéries de type Pseudomonas aeruginosa par exemple, il est fort probable que tu aies déjà un biofilm dans les oreilles. Donc des fois, seulement avec l'anamnèse, on a déjà des pistes pour s'orienter vers le diagnostic du biofilm. Alors pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans ce travail, Victoria, qui est une collègue qui travaille au Royaume-Uni, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a travaillé avec des isolates de Pseudomonas aeruginosa provenant des cas réels d'otite. Et dans des situations in vitro, elle s'est rendue compte que pratiquement toutes ces Pseudomonas produisent du biofilm en seulement 24 heures. Donc ça, c'est des conditions in vitro. Je ne sais pas si c'est la même chose qui va se passer au niveau de l'oreille, probablement pas ou pas aussi rapidement, mais c'est sûr que si tu as une otite qui dure depuis 4, 6, 8, 1 an, il est fort probable que là, ces bactéries aient eu le temps déjà de produire ces biofilms. Donc ces trois éléments, c'est les plus importants pour dire il est probable qu'ici, dans ces cas, j'ai un biofilm et donc mon approche thérapeutique doit être différente. Très intéressant et important l'anamnèse, important la cytologie aussi. Et maintenant, on passe à parler du traitement de l'otitis ou de l'otite. Et est-ce que l'otite peut être traitée par voie systémique? Et dans quelle situation, si c'est le cas? Alors, de façon globale, les otites, on les traite toujours par voie topique. Il y a seulement certains cas qu'on va détailler à continuation qu'on traite par voie systémique, mais de façon globale, l'otite toujours par voie topique. Pourquoi? Parce qu'au final, l'oreille, c'est une partie du corps auquel on a accès. On peut justement toucher, sentir cette partie du corps et on peut introduire aussi un médicament. En faisant ça, il y a plusieurs avantages. Déjà, dans les produits topiques qu'on utilise, en général, on utilise des fortes concentrations d'antibiotiques ou d'antifongiques ou d'anti-inflammatoires. Donc, on peut traiter de façon puissante localement sans avoir les effets systémiques de ces médicaments. Parce que ce n'est pas la même chose, évidemment, de donner un antibiotique ou un corticoïde par voie systémique. On sait que ça peut avoir des conséquences sur les restes du corps. Là, on est sur un traitement local. Donc, c'est toujours avantageux. L'autre chose, c'est que probablement, si tu retrouves une otite comme celle que tu vois ici à l'écran, on a un conduit qui est rempli de cérumen. Si tu donnes un antibiotique ou un antifongique par voie systémique, il est peu probable que cette molécule arrive de façon efficace jusqu'à la lumière de ces conduits. Donc, de façon globale, on préfère toujours les traitements topiques pour traiter les otites. Mais c'est sûr qu'il y a certaines situations, certains cas dans lesquels on ne peut pas faire ces traitements topiques. Et moi, j'ai identifié globalement 5 situations dans lesquelles le traitement systémique va être recommandé. Le premier cas, c'est justement le cas de l'esténose du canal. Regarde par exemple la photo que tu vois ici. On a un chien qui a développé une otite qui probablement dure depuis un certain moment et les conduits c'est tellement hyperplacé que maintenant on n'a plus de lumière. Donc là, même si tu dis au propriétaire de mettre des gouttes, il ne va pas pouvoir parce que la lumière est complètement disparue. Alors ici, en général, il faut d'abord évaluer si ces types de changements vont être réversibles ou pas, parce que des fois, on arrive sur des situations trop chroniques dans lesquelles un traitement médical, des fois, c'est juste pas possible, mais des fois, on peut tenter un traitement pour voir si on arrive à ouvrir ces conduits. Et typiquement ici, il va falloir commencer par voie systémique parce qu'on n'a pas les choix. Et donc ici, souvent, on commence par un traitement par cortisone, corticoïde par voie orale.
on essaye d'ouvrir ces conduits auriculaires et une fois que les conduits commencent à s'ouvrir, alors on commence déjà à mettre les gouttes auriculaires. Mais des fois, au départ, c'est juste pas possible d'introduire des gouttes dans ces conduits auriculaires. La deuxième situation dans laquelle un traitement systémique peut être recommandé, cette situation dont j'ai déjà un peu parlé, c'est la phobie auriculaire, cette autophobie, ces animaux qui ne se laissent pas toucher les oreilles, qui vont même devenir des fois agressifs et que donc du coup, les traitements topiques, ça va devenir vraiment quelque chose de compliqué à réaliser. Dans ce type de cas, cette phobie auriculaire, c'est souvent causé par de la douleur. C'est des animaux qui ont une forte gêne et qu'évidemment, ils ne s'aiment pas qu'on vienne manipuler cette partie du corps. Et donc, ce qu'on peut recommander dans certains de ces cas, c'est commencer également par un traitement systémique anti-inflammatoire. On va lui donner de la cortisone une nouvelle fois pour calmer cette inflammation, pour calmer la douleur. Et en fait, souvent, cet animal, une fois qu'il commence à se sentir mieux, qu'il n'a plus cette douleur, il va se laisser manipuler correctement et les propriétaires vont pouvoir commencer à appliquer un traitement topique. Troisième situation qui nécessite un traitement systémique, et je dirais ça c'est vraiment une situation importante à retenir, c'est l'otite moyenne. Parce que dans les otites moyennes, tu sais qu'ici l'inflammation, l'infection est passée de l'autre côté du tampon. C'est un peu ce qu'on peut observer ici, non, avec cette bulle tympanique qui apparaît complètement remplie de matériel. Et dans ce type de cas, on combine les traitements topiques avec les traitements systémiques. De façon générale, il faut venir jusqu'à l'oreille moyenne à travers le tampon, on fait un trou avec une sonde et on va venir nettoyer cette cavité et ensuite appliquer un traitement local. Mais après, il va falloir continuer les traitements à la maison. Et si on donne par exemple des gouttes aux propriétaires à mettre dans l'oreille, les gouttes elles vont avoir du mal à faire tous les parcours du conduit auriculaire, traverser les petits trous que tu as fait dans les tampons et arriver jusqu'à l'oreille moyenne. Ça ne va pas être très efficace. En plus, les tampons, ils se ferment très rapidement. Donc, au bout de quelques jours, ces produits que tu mets dans l'oreille ne pourront pas accéder jusqu'à la bulle tympanique. Donc, dans ce type de cas, il nous faut absolument un traitement systémique. Il doit être toujours basé selon la culture et l'antibiogramme que tu as fait à partir des prélèvements de la bulle tympanique. Mais il va falloir un antibiotique ou un antifongique par voie systémique pour qu'il arrive jusqu'à la bulle tympanique par voie sanguine. On a une quatrième et une cinquième situation. La quatrième, c'est quelque chose qu'on connaît tous, c'est la gale auriculaire, Parodontictis sinotis. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent en Corse. On les voit surtout chez les chiots, chez les chatons. Et en fait, c'est des animaux c'est une parasitose avec ce type d'acariens qui fait une otite en général très prurigineuse. Et c'est typiquement une otite qu'on peut traiter avec un produit acaricide systémique, avec un comprimé. Et que c'est une otite qu'on peut traiter sans mettre des produits directement dans les oreilles, même si on a aussi des produits auriculaires acaricides. Et en dernière situation, la cinquième situation que j'ai pu identifier dans laquelle un traitement systémique va être recommandé, c'est quand on a des réactions aux topiques auriculaires. En fait, la peau, à l'intérieur de l'oreille, on a de la peau. Et cette peau, si elle rentre en contact de façon fréquente avec un produit, elle peut devenir finalement hypersensible, développer une allergie, une dermatite de contact. Et des fois, sur ces animaux qui ont reçu beaucoup de produits auriculaires, on va voir des conduits qui supportent plus ces produits et qui développent justement plus d'inflammation à chaque fois qu'on applique quelque chose. Donc dans ce type de cas, il faut tout arrêter au niveau topique, on va laisser cette oreille tranquille et c'est des cas qu'il va falloir cette inflammation la traiter par voie à nouveau systémique. Donc voilà les 5 situations dans lesquelles on peut faire un traitement systémique, mais de façon globale, les otites toujours par voie topique. Super, je suis sûr que ça va être vraiment très utile aussi. Alors on va avec la 5e question déjà. Est-ce que nous avons l'intérêt à réaliser une culture bactérienne de l'oreille? Quelle situation Je pense que ça, c'est une des questions probablement qui donne le plus de controverses en otologie vétérinaire, parce qu'on va voir que ça dépend du cas, mais ça ne va pas être toujours très utile de les réaliser. Et en fait, alors, il faut savoir que la culture et l'antibiogramme, c'est jamais contre-indiqué, c'est jamais une erreur de faire ce type de test. Ça va toujours t'apporter plus d'informations sur ton cas, ce qui a priori va être toujours positif d'avoir cette information. Le problème qu'on a avec ce type de tests, c'est qu'on ne l'utilise pas forcément de la bonne façon.
et de la bonne manière. Et en fait, on voit beaucoup des collègues qui vont avoir recours à la culture antibiogramme sur ces cas d'otite chronique dans lesquels ils ont déjà appliqué tous les produits qui sont dans les marchés pour traiter l'infection, mais l'infection continue à être présente, ils ne s'arrivent pas à la résoudre. Donc, on fait ce type de tests dans ces situations un peu désespérées, espérant de trouver dans ces tests la bactérie et l'antibiotique qu'il faut donner pour résoudre l'otite. En plus, souvent, on va retrouver des antibiogrammes qui vont nous orienter vers des antibiotiques un peu critiques. Et malgré l'utilisation de cet antibiotique, on n'arrive pas à résoudre l'infection. Ça continue. Et en fait, il faut savoir que dans la majorité de ces types de cas, quand les traitements qu'on met ne fonctionnent pas, ce n'est pas souvent parce qu'on a une résistance bactérienne tellement importante que cette bactérie n'est pas traitable. C'est souvent plus parce qu'on a un traitement qui n'est pas adapté. Peut-être que, comme on voyait avant, on a le biofilm et qu'on n'a pas fait le nécessaire pour l'enlever. Peut-être qu'on a des changements dans l'oreille qui sont arrivés avec l'inflammation chronique qu'on n'a pas tenu en compte. Mais en tout cas, probablement qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas en train de gérer correctement, ou les facteurs primaires, la cause primaire de l'otite, elle est toujours là et continue à s'exprimer. Donc, je pense que pour les cliniciens, c'est très important de tenir en compte les limites et les indications de ces cultures et antibiogrammes pour pouvoir l'utiliser correctement et pouvoir surtout l'interpréter correctement. Alors, pour moi, il y a 3 limites. Et la première limite, c'est que des fois, les résultats qui nous montrent ce type de tests sont à moitié utiles déjà parce que, par exemple, si on est en face d'une bactérie de type Pseudomonas aeruginosa, c'est des bactéries qui, parce qu'ils sont gram-négatifs, vont être imperméables à plein d'antibiotiques et en plus, ils vont avoir beaucoup de porines, des pompes de flux, des choses qui vont les faire de façon naturelle, résistantes à plein d'antibiotiques. Donc, des fois, on reçoit des antibiogrammes comme celui que tu vois ici sur la diapositive qui fait un peu peur. Mais en fait, plus de la moitié des antibiotiques qui ont été testés ici, moi, je savais déjà que la bactérie était résistante à tout ça avant parce que toutes les pseudomonas le sont, par exemple, au bêta-lactamine, à la majorité de ces bêta-lactamines. Donc, des fois, ce type de tests ne sont pas forcément adaptés à la bactérie qui a été isolée. Deuxième limite, et encore plus important, c'est que les concentrations qui sont testées au laboratoire d'antibiotiques pour déterminer si la bactérie est sensible ou résistante ne correspondent pas avec les concentrations d'antibiotiques que nous, on va utiliser dans la clinique. Et je vais m'expliquer. Alors, pour faire ce type de test d'antibiogramme, la majorité des laboratoires utilisent une technique des disques. Ça veut dire qu'ils vont faire des cultures bactériennes, ils vont appliquer des disques qui contiennent les antibiotiques, qui vont diffuser un peu autour, et ils vont voir si la bactérie arrive à pousser ou pas en contact avec l'antibiotique. La chose, c'est que l'antibiotique, la concentration de l'antibiotique qui est testée dans ce type de cas, c'est la concentration sérique de l'antibiotique. Ça veut dire la concentration de l'antibiotique si tu donnais des comprimés à l'animal et que ça passait au niveau du sang. Cependant, nous, dans les produits topiques qu'on utilise en dermatologie vétérinaire, on est sur des concentrations qui sont beaucoup plus élevées, entre 20 et 600 fois plus que la concentration sérique et plus que la concentration qui a été testée. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est que peut-être que la bactérie est résistante à l'antibiotique à cette concentration-là, mais quand tu les donnes 100 fois, 200 fois ou 300 fois plus d'antibiotiques, tu dépasses ces seuils de résistance et au final, les résultats de l'antibiogramme n'est pas corrélé avec la réalité clinique qui est dans le cas. Et la troisième situation, et la troisième limite, c'est que pour interpréter correctement une culture et un antibiogramme, tu as besoin systématiquement d'avoir la cytologie auriculaire à côté. Et en fait, ça c'est une erreur fréquente de faire une culture en antibiogramme sans avoir fait des cytologies. Pourquoi? Parce que des fois, le germe qu'on va isoler dans cette culture antibiogramme n'est pas le germe qui a une importance clinique dans ton cas, dans ton infection. Un exemple, imagine-toi que tu as un cas d'otite, tu fais une cytologie, tu retrouves ce que tu vois ici, une cytologie avec basiquement des coques. Moi, je m'attends, si je fais une culture et un antibiogramme, à trouver un staphylocoque ou un streptocoque, en tout cas une bactérie ronde. Et imagine-toi que tu envoies ces tests au laboratoire et les résultats, ça vient comme une Pseudomonas aeruginosa, une bactérie qui est un bacille.
Alors, je ne dis pas que cette bactérie n'était pas là, elle était là puisqu'elle a été isolée, mais ce n'est sûrement pas la bactérie qui m'intéresse, parce qu'en fait, à la cytologie, j'ai des milliers de coques partout et je viens d'isoler une bactérie bacillaire. Donc, dans ce type de cas, ce test, il n'est pas interprétable parce que je n'ai pas isolé la bonne bactérie. Donc, on ne peut jamais interpréter ces tests si on n'a pas à côté la cytologie, parce qu'on peut faire des erreurs. Parce que typiquement, par exemple, si on isole une pseudomonas, on va être souvent en face de quelque chose de très résistant aux antibiotiques, alors que peut-être c'est juste qu'on n'a pas isolé la bonne bactérie et que les staphylocoques et les streptocoques auraient été sensibles auraient eu un autre profil de résistance. Mais cette culture antibiogramme a aussi plein d'indications. Il y a certaines situations dans lesquelles je veux absolument faire une culture en antibiogramme de ces cas d'otite. La première situation, c'est si, par exemple, on a une otite avec des coques et que j'ai traité déjà cette oreille avec les traitements de première intention et que je n'arrive pas à faire disparaître ces coques. Ces coques, je vais suspecter qu'ils sont probablement des staphylocoques et si ça résiste à mon traitement, probablement un staphylocoque résistant, peut-être à la méticilline ou multirésistant. Donc moi, je veux savoir si on est en face d'un cas de résistance à la méticilline, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu sais qu'on vit très en contact avec nos animaux. Il y a effectivement un partage des microbiotes entre les chiens et nous-mêmes. Et en fait, ce type de bactéries peuvent être transmises. Alors, en général, le staphylocoque du chien ne va pas venir nous coloniser parce que nous, on a déjà notre propre staphylocoque, mais ça peut arriver. Mais sinon, il peut se passer qu'il y ait un échange de ces gènes de résistance entre les bactéries du chien et nos bactéries à nous. Et donc, en fait, dans ce type de situation, imagine-toi que tu as, dans les foyers de la famille, tu as quelqu'un qui va se faire opérer prochainement, ou quelqu'un qui est immunodéprimé. Tu as besoin de savoir si ces chiens en particulier a dans ses oreilles potentiellement des milliers de staphylocoques résistants à la méticilline qui vont potentiellement transmettre ces gènes de résistance aux autres membres du foyer. Parce que si c'était le cas, tu peux, par exemple, recommander de limiter un peu le contact avec l'animal ou de maximiser l'hygiène des mains, quelque chose pour éviter que les gens se fassent coloniser, surtout les personnes à risque, par ce type de bactéries. Deuxième situation dans laquelle la culture et l'antibiogramme va être super important, c'est pour une question d'éthique et de réglementation. Aujourd'hui, ici en France, depuis déjà de nombreuses années, on ne peut pas utiliser certaines catégories d'antibiotiques si on n'a pas à disposition, si on n'a pas un antibiogramme qui nous justifie l'usage d'un certain antibiotique. Et ça va, par exemple, tout simplement pour l'utilisation des fluoroquinolones, du marofloxacine ou rofloxacine, qu'on utilise pour certains cas d'otite. Donc, dans ce type de situation, si on veut s'orienter vers l'utilisation d'un certain type d'antibiotiques, il va nous falloir ces tests pour justifier l'usage et pour les faire dans les bonnes pratiques. Et troisième situation dans laquelle la culture et l'antibiogramme va être encore plus important, c'est les otites moyennes. Parce que comme on avait dit, une fois que l'infection est passée de l'autre côté du tampon, une fois qu'on a cette cavité tympanique qui est aussi infectée, on aura besoin de traiter pas seulement par voie topique, mais aussi par voie systémique. Et là, la culture et l'antibiogramme va être complètement recommandé, comme on disait, à partir de la sécrétion qui est dans l'oreille moyenne. Et parce que cet animal, il va falloir lui donner un antibiotique ou un antifongique par voie systémique. Et là, la concentration qui a été testée au laboratoire correspond tout à fait avec ce qu'on va faire, les traitements par voie orale. Donc voilà, je pense que toujours, ces cultures antibiogrammes, ce n'est jamais contre-indiqué, mais il faut connaître ses limites et ses utilités pour pouvoir l'utiliser correctement. Vraiment, Daniel, vraiment très utile ces conseils d'utilité et des limites des antibiogrammes. Et prochaine question alors, quel est le principe du traitement proactif auriculaire dans la dermatite atopique? Oui, effectivement, les traitements proactifs auriculaires, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus dans ces contextes de dermatite atopique, surtout parce qu'on est tous confrontés à des cas comme ça, non? Un jeune boxeur dans ces cas qui vient parce qu'il secoue la tête, il se gratte les oreilles. Tu lèves les pavillons auriculaires, tu vois déjà qu'il y a un érythème, qu'il y a des sécrétions, qu'il y a une otite. Et en fait, tu vas mettre en place un traitement de première intention avec des gouttes auriculaires et cet animal va aller beaucoup mieux. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, au bout de 2 mois, l'animal vient
et il a exactement les mêmes signes cliniques. Il se gratte les oreilles, il se secoue la tête, tu lèves les pavillons, même inflammation, même infection, la même histoire à nouveau une fois de plus. Qu'est-ce qui se passe dans ce type de cas? Effectivement, c'est souvent des animaux atopiques qui souffrent de dermatite atopique et cette maladie, c'est la cause principale de ces otites bilatérales récidivantes. Alors, quand on parle d'otites, ce qu'on dit toujours, c'est pour gérer une otite, il faut surtout traiter la cause primaire de l'otite. S'il y a un épillé, il faut retirer l'épillé. S'il y a des sacariens, il faut tuer ces sacariens. Et si c'est la dermatite atopique, il faut contrôler cette maladie. Mais là, ce n'est pas tout à fait une chose facile à faire parce qu'on est en face d'une maladie multifactorielle dans laquelle on a beaucoup de possibilités thérapeutiques. En général, on fait un traitement multimodal. Et des fois, malgré le fait de donner une alimentation spéciale, et faire des shampoings spécifiques pour contrôler l'infection ou pour hydrater la peau, malgré la désensibilisation ou les traitements immunomodulateurs avec la cyclosporine, l'oclacitinib ou d'autres molécules, des fois, les oreilles se comportent un peu de façon différente. Et même si la maladie, de façon globale, est contrôlée, des fois, les oreilles continuent un peu à nous embêter et continuent à s'inflammer. Et donc, c'est tout à fait dans ce type de cas dans lesquels les traitements proactifs auriculaires vont être complètement recommandés. Donc voilà, des fois, ça peut être géré avec l'aliment, mais on a, comme tu sais, plein de possibilités thérapeutiques pour aider ces animaux. Alors, comme on a fait traditionnellement pour traiter les oreilles d'un chien atopique, ces otites atopiques, typiquement, on avait fait un traitement réactif. Ça veut dire qu'on attend que l'animal présente des symptômes, qu'il secoue la tête, qu'il se gratte les oreilles pour qu'il vienne nous voir et on met en place un traitement. Ça va faire, comme tu vois ici, qu'on passe d'une phase très clinique à la partie rouge, là, qui est la partie un peu subclinique, et l'animal va mieux. Mais, comme on a vu avec les boxers précédemment, au bout de quelques semaines ou quelques mois, les problèmes reviennent et on est un peu dans la même situation. Et on refait les mêmes traitements. Alors, les traitements proactifs est un changement du paradigme du traitement des otites parce qu'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas attendre la nouvelle crise pour traiter cet animal, on va les traiter tous les temps. Alors, on ne va pas les traiter avec les mêmes produits parce qu'on n'a pas besoin de les traiter avec des antibiotiques, des antifongiques ou des glucocorticoïdes très puissants, sinon qu'on va utiliser seulement des corticoïdes, en général 2 fois par semaine, tous les temps, même si l'animal va bien. Le but, c'est de laisser ses oreilles dans cette partie rouge que tu vois là, qui est l'inflammation subclinique. De cette façon-là, on peut éviter qu'à nouveau ces crises puissent se former et donc du coup, on a un animal qui reste confortable. Alors, ces traitements dont je te disais avec les glucocorticoïdes topiques, c'est justifié à mon sens complètement parce qu'en fait, ça c'est une étude qu'on a fait à Toulouse il y a maintenant quelques années et en fait, les oreilles du chien atopique sont toujours inflammées. Ce qu'on a montré, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a prélevé des sécrétions du cérumen de ces animaux. Il y avait des animaux sains et des animaux atopiques. Et ces animaux atopiques, en général, ils ne présentaient pas des signes cliniques d'otite ou ils avaient des otites vraiment très, très légères, sans infection. Donc, des cas d'otite très, très modérés. Et en fait, on a vu que sur les animaux atopiques, on a systématiquement une interleukine en particulier qui est élevée, qui est l'interleukine 8, qui est un marqueur général d'inflammation. Donc en fait, même sur ces animaux atopiques qui ne se grattent pas les oreilles, on a toujours un peu d'inflammation qui est présente dans les conduits. Et donc c'est cette inflammation qu'on vise à contrôler avec les traitements proactifs. Aussi, je pense que ces traitements proactifs se justifient parce que ces oreilles atopiques sont toujours en dysbiose. Et en fait, ça c'est un travail qui a été fait par un ami qui s'appelle Jérôme, qui travaille en Belgique. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a prélevé des oreilles pareilles que nous, un peu des chiens sains et des chiens atopiques. Et en fait, lui, il a étudié les microbiotes. Et en fait, ce que tu peux voir, c'est qu'en bas à gauche, tu as les chiens sains. Si tu regardes un peu ces images, c'est très joli parce qu'on voit plein de couleurs et ça correspond au microbiote auriculaire des 10 animaux différents. En fait, chaque couleur correspond à un genre de bactéries différents. Donc, dans les animaux sains, on a un microbiote qui est très complexe et très diversifié. Cependant, si maintenant tu regardes en bas à droite, ça c'est les animaux atopiques. Et à nouveau, lui, il a prélevé des chiens atopiques qui n'avaient pas de signes cliniques d'otite, donc qui ne s'écrataient pas les oreilles, qui ne secouaient pas la tête. Donc encore une fois, un animal qui allait cliniquement bien. Il a retrouvé
ce que tu peux voir là, c'est qu'il y a une prédominance de cette couleur un peu orange moutarde qui correspond à ce staphylocoque. Ça veut dire que sur ces animaux-là qui n'ont pas vraiment des signes cliniques d'otite, il y a déjà une dysbiose auriculaire très importante avec une prédominance des staphylocoques. Et probablement que ces staphylocoques, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que s'ils arrivent à se développer plus et à causer cette dysbiose, c'est parce que justement, on a l'inflammation auriculaire qui leur permet de prendre plus de place. Donc, c'est avec ces traitements proactifs auriculaires qu'on peut espérer de contrôler l'inflammation et donc, du coup, essayer de normaliser à nouveau les microbiotes et les diversifier plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait du point de vue pratique? On va utiliser, dans ces traitements proactifs, un produit auriculaire qui contient exclusivement des glucocorticoïdes. On n'a pas besoin d'antibiotiques ou d'antifongiques. Et on va typiquement dire aux propriétaires de faire ça 2 fois par semaine. En général, moi j'aime bien dire les lundis et les jeudis, ou les mercredis et les dimanches, donc 2 jours un peu séparés dans la semaine. Mais si pour l'emploi du temps, pour les propriétaires, c'est plus simple de faire ça les week-ends, samedi et dimanche, c'est tout à fait possible aussi de les faire 2 jours d'affilée, en ce qu'on appelle un peu la week-end thérapie. Et la partie compliquée, je dirais, c'est qu'en général, quand tout va bien et que l'animal ne se gratte pas les oreilles, c'est facile de s'oublier de ce type de traitement. Donc des fois, sur ce qu'il faut vraiment insister, c'est de dire aux propriétaires que ces traitements, il va falloir les continuer tous les temps, même quand l'animal va bien. Parce que typiquement, voilà, quand ça va bien, on a tendance à oublier et on commence à les faire 1 fois par semaine au lieu de 2 ou et parfois il s'est passé quelques semaines sans traitement. Et c'est super important justement de les faire sur un animal qui va bien et qui ne présente pas de problèmes. Si après tu vois que la situation reste très stable, que vraiment il n'y a pas de rechute de ses oreilles, tu peux adapter la fréquence. Peut-être que pour ces chiens, ce n'est pas nécessaire de faire 2 fois par semaine, mais que tu peux faire juste 1 fois par semaine. Mais ça, c'est le temps et l'animal qui va te le dire. Alors, ça a beaucoup d'avantages parce qu'au final, et surtout, ce qu'on va faire, c'est éviter ces crises d'otite. Ces crises d'otite, c'est quelque chose ou des fois pas les éviter, mais en tout cas les espacer beaucoup dans le temps et les faire moins importantes, moins sévères. Et c'est surtout ces crises d'otite qui altèrent la qualité de vie de l'animal. Donc, c'est des animaux qui vont être beaucoup mieux. Évidemment, il y aura aussi une grande satisfaction du propriétaire qui va voir que ces problèmes récurrents qui étaient d'aller tous les 2 mois chez les vétérinaires pour traiter ces otites, enfin il est contrôlé et que maintenant son animal peut vivre correctement. Et en plus, en utilisant ce type de traitement, on n'utilise que des glucocorticoïdes, on n'utilise pas des antibiotiques et des antifongiques. Donc, on rentre aussi dans un contexte aussi des bonnes pratiques et des moins d'usage de ces produits antimicrobiens. Alors, on a 2 options aujourd'hui dans les marchés vétérinaires, je dirais, pour traiter ces types d'otites atopiques avec ces traitements proactifs. Et ces 2 produits auriculaires spécifiquement faits pour les chiens qui contiennent seulement un glucocorticoïde. Donc, ça peut être soit la céponate d'hydrocortisone, soit la cétonide de triamcinolone. Et donc, voilà, l'exemple à gauche, la céponate d'hydrocortisone, ça vient avec une espèce de pompe qui est assez facile à appliquer dans l'oreille. Et avec la cétonide de triamcinolone à droite, c'est des gouttes qu'il va falloir compter, mais qui restent simples à réaliser. Oh, super, et je crois que tu nous as donné des conseils très intéressants pour contrôler cette inflammation subclinique dans les chiens avec dermatite atopique et éviter les crises d'otite. Alors, prochaine question, qu'est-ce que tu entends par autotoxicité? Alors, l'autotoxicité, je pense que c'est un terme qui, à nous, les dermatologues, nous fait toujours peur d'appliquer un produit qui puisse produire plus de mal que de bénéfices à l'animal. Et c'est un terme aussi qui amène à beaucoup de confusion, parce qu'on pense que l'autotoxicité, c'est tous les effets indésirables qu'un produit auriculaire pourrait provoquer. Mais quand on parle d'autotoxicité, on parle vraiment des toxicités de l'oreille interne. Et pas de l'oreille externe et pas de l'oreille moyenne, sinon vraiment de cette oreille interne qui est l'organe vestibulo-cochléaire. Donc, petit rappel anatomique, si on traverse des tampons, on arrive à cette cavité tympanique. Et dans cette cavité tympanique que vous voyez ici, on a cette partie-là qui fait protrusion, qui est le promontoire. Et en fait, dans ces promontoires, on va retrouver cet organe incrusté dans l'os, qui est l'organe vestibulo-cochléaire,
qui va être composé de deux parties. La partie avec les anneaux hémicirculaires, qui est la partie vestibulaire, qui est responsable de l'équilibre, et la partie de la cochlée, qui est la responsable de l'audition. Donc, quand on parle d'autotoxicité, on parle des molécules qui vont arriver jusqu'à cette oreille interne et qui vont endommager les cellules ciliées sensorielles qui sont à l'intérieur de cet organe et qui vont du coup provoquer des problèmes éventuellement de l'équilibre de l'audition. Alors, ce type de produits ototoxiques, ça peut être des produits administrés par voie systémique, comme par exemple certains anticancéreux, mais en otologie, on s'inquiète surtout pour le produit utilisé de façon topique. Alors, ces produits, il faut qu'ils diffusent jusqu'à l'oreille interne, donc en général, pour qu'on ait de l'ototoxicité, il nous faut que les produits traversent les tampons, donc c'est toujours plus simple évidemment si le tampon est perforé, arrivent jusqu'à cette cavité de l'oreille moyenne et en général, ça diffuse jusqu'à l'oreille interne par la fenêtre ronde, la fenêtre ovale. Comme je disais, si tu as la partie vestibulaire qui est touchée, tu auras comme conséquence un syndrome vestibulaire avec l'altération de l'équilibre, la tête penchée, l'animal qui va tourner en rond. Et si tu as la partie de la cochlée qui est touchée, on va avoir de la surdité. Et en fait, cette toxicité est problématique pour nous, les cliniciens, parce que déjà, la majorité des produits auriculaires qu'on utilise de façon quotidienne n'ont pas été testés pour l'autotoxicité. Donc, on ne sait pas s'ils vont être potentiellement autotoxiques ou pas. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils nous disent dans la notice de ces différents produits? Ce qu'ils vont nous dire, c'est qu'on ne doit pas les utiliser si les tampons est percé, ou si il n'est pas visualisé, parce que si on ne les voit pas, on ne sait pas s'il est percé ou pas. Pourquoi? Parce que s'il est percé, il risque de traverser jusqu'à l'oreille moyenne et causer une otite interne potentiellement. Et comme ça n'a pas été testé, du coup, on ne sait pas. L'autre problème qu'on a avec l'autotoxicité, c'est que si par exemple ça touche la cochlée, l'organe de l'audition, ça va être des fois difficile à observer cliniquement. Parce qu'un animal qui a une surdité, par exemple unilatérale, il va être capable de compenser avec l'autre oreille. Et des fois, on ne va pas se rendre compte que cet animal, il entend moins bien parce qu'il va continuer quand même à répondre à nos appels ou venir nous chercher quand on arrive à la maison. Aussi, on peut avoir une autotoxicité partielle, ça veut dire qu'on n'a pas une surdité totale, mais juste une baisse d'audition. Et dans ce type de cas, en général, les animaux vont quand même vivre parfaitement et compenser bien, et on ne va pas se rendre compte. Donc en fait, peut-être que cette autotoxicité est plus fréquente de ce que l'on imagine, parce que si on voulait l'étudier, il faudrait faire des tests d'audition systématiquement avant et après les produits auriculaires qu'on applique. Donc il est possible que cette autotoxicité soit un peu plus fréquente de ce que l'on pense. Alors, on sait certaines choses par rapport à cette autotoxicité. On sait qu'il y a certains produits qu'il ne faut pas utiliser dans l'oreille moyenne parce que vraiment, ça risque d'être très autotoxique. Par exemple, les séroimmunolytiques. En général, tous sont très autotoxiques, à exception de l'esqualène. La chlorhexidine aussi, c'est très autotoxique, et spécialement chez les chats. Et chez les chiens, à des basses concentrations, on peut l'utiliser, mais chez les chiens, dans l'oreille moyenne, c'est vraiment une chose à éviter. Et après, par exemple, certains antibiotiques, comme par exemple la ticarciline, on sait, ça a été montré que ça cause fréquemment de la surdité. Donc, on a certaines molécules qu'on sait que c'est mieux de ne pas utiliser vraiment quand on a un tampon percé ou qu'on ne doit pas absolument pas utiliser dans l'oreille moyenne. Par contre, on a aussi d'autres molécules qu'on sait qui sont non autotoxiques et qu'on va pouvoir utiliser même avec un tampon percé sans risque. Ça peut être par exemple dans les séroimmunolytiques, comme je disais, les squalènes. Ça peut être aussi certains antibiotiques comme la gentamicine topique ou les fluoroquinolones, ou encore par exemple certains antifongiques ou certaines solutions comme le triCDTA. Avec ça, on sait qu'on est safe et qu'on n'a pas de risque de causer un problème vestibulaire ou des surdités à l'animal. Par contre, pour compliquer un peu plus les choses, tous ces types de tests ont été faits de façon individuelle. Ça veut dire qu'on teste une molécule, on voit si elle cause de l'autotoxicité ou pas. Mais dans les produits auriculaires qu'on utilise, souvent, on va combiner plusieurs molécules. Donc, on ne sait pas si potentiellement il pourrait y avoir des interactions entre ces différentes molécules et que peut-être de façon isolée, elles ne sont pas autotoxiques, mais peut-être que quand on les combine et qu'on fait un cocktail, ce cocktail peut être potentiellement autotoxique. On ne le sait pas. C'est très intéressant, vous avez donné des conseils des molécules qu'on peut ou on ne peut pas utiliser, mais il y a
pas mal de la recherche à faire, je crois, encore sur ce sujet-là. Plein de choses qu'on ne connaissait pas. Oui, oui, oui. Alors, la dernière question, déjà, on arrive déjà à la fin. C'est dommage parce que vraiment, on est en train d'apprendre beaucoup, mais bon, c'est comme ça, on a le temps qu'on a. Et alors, combien de micro-organismes devez-vous identifier dans la cytologie auriculaire pour envisager un traitement antibiotique ou antifongique? Oui, alors ça, c'est une question qu'on nous pose souvent, et je dirais surtout par des confrères ou des consoeurs qui viennent de commencer un peu qui sont étudiants ou qui viennent de commencer dans la pratique. Et c'est une question pour laquelle il n'y a pas vraiment de réponse. Donc typiquement, aux étudiants, on montre des petits schémas comme ça dans lesquels, effectivement, quand on a un cas d'otite, on fait une cytologie toujours et on peut voir les micro-organismes en plus grand ou en plus faible quantité. Et donc des fois, ces micro-organismes peuvent être complètement absents. Des fois, ils vont être peu nombreux, comme dans les photos ici, les exemples 0, 1 et 2. Et des fois, ils vont être très nombreux et trouvés un peu dans tous les champs. Donc de façon un peu schématique, on va dire, des fois on dit, bon, dans les 3 premiers cas, donc les cas en haut, ça ne se justifie pas du tout d'utiliser un produit, dans ces cas comme c'est des malacésia, un produit antifongique, ça ne se justifie pas. Peut-être juste nettoyer les oreilles avec un produit antiseptique, ça pourrait être très suffisant. Alors que dans les cas 3 et 4, dans lesquels on trouve de nombreux micro-organismes dans tous les champs, là, on peut justifier peut-être l'utilisation d'un médicament et d'un produit contenant un antifongique ou un antibiotique. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas si simple que ça. Ça va dépendre toujours de la clinique de l'animal, qui reste pour nous, cliniciens, le plus important. Et par exemple, si on revient à cet animal atopique pour lequel on a mis en place un traitement proactif auriculaire, imaginons qu'il vient en consulte, on pose les questions, l'animal va bien, pour les propriétaires, il n'y a pas de problème d'oreille, il ne se coupe pas la tête, il ne se gratte pas les oreilles, on fait un examen otoscopique, on retrouve ce que tu peux voir ici sur l'image, un peu de surhumaine sur la paroi, un peu d'érythème, peut-être un petit peu d'hyperplasie, mais bon, on est d'accord que là, il n'y a pas une otite très sévère. Je suis plutôt content quand je vois un suivi d'un chien atopique dans cet état. Et après, je fais toujours la cytologie auriculaire et je retrouve qu'il y a plein de malacésia dans chaque champ. Selon ce que j'avais dit avant, dans ces cas, ça se justifie d'utiliser un traitement potentiellement antifongique pour aider cet animal. Sauf que, dans la réalité, on est en face d'un animal qui ne se gratte pas, qui ne se coupe pas la tête et qui a un examen otoscopique qui pour moi est satisfaisant. Donc clairement ici, même si la cytologie nous montre qu'il y a beaucoup d'éléments infectieux, ce n'est pas une situation dans laquelle on va vouloir utiliser un produit antifongique. Donc toujours la cytologie, l'associer avec la clinique de l'animal qui reste le plus important pour nous. Et donc avec ça, on arrive à la fin de la présentation. Je pense qu'avec ces 8 questions, on se rend compte un peu de que l'otologie est une discipline pleine de controverses, de questions pour lesquelles on n'a pas toujours de réponses et pour laquelle il nous faut encore beaucoup d'études à faire. Bon. Merci beaucoup, Daniel. C'était vraiment hyper clair et je crois que ça nous a donné des conseils très utiles pour la clinique de tous les jours et pour tous les vétérinaires qui sont en train de voir ce séminaire, ce webinaire. Les premières de Vetsan Clinics et vraiment pour moi, ça a été aussi un plaisir de conduire ce webinaire et vous pouvez accéder à la présentation sur les liens que vous trouvez sur la chaîne de YouTube. Et si vous avez aimé cette présentation, merci de liker la vidéo. Et aussi, si vous voulez recevoir des prochaines nouveautés ou les nouveaux webinaires qu'on va faire ici sur la chaîne de Vetsan Clinics, n'hésitez pas à vous abonner sur à la chaîne de YouTube Vetsan Clinics. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci Daniel. beaucoup. Merci.